Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis, Michel Ernst et moi-même, de vous retrouver, aussi nombreux, comme à chacune de nos sessions. Alors, vous connaissez évidemment le principe. Alors, le principe, c'est, vous avez envie d'interagir, de poser des questions. Vous avez le bouton en dessous avec « Ask a question ». Et à la fin de la séance, nous avons le plaisir d'avoir Stéphane Guillaume, qui est le directeur du Centre de banque privée de Bruxelles, qui viendra poser vos questions, vos interrogations à la fin de notre intervention. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de savoir, mais on fait un peu le point, c'est quelle est la situation après ces derniers mois. On va revenir évidemment un petit peu sur l'année 2020 qui était quand même une année atypique. Et donc, quel est le menu du soir? Alors le menu du soir, c'est d'abord, on va commencer avec un petit retour sur l'évolution boursière. On va parler quand même de résilience de l'économie, ce qui est peut-être un petit peu étonnant dans ce contexte où on est quand même déjà dans une troisième vague et où certains nous parlent déjà d'une quatrième, mais bon, on a quand même une sérieuse résilience de l'économie. On va s'interroger, ou en tout cas s'intéresser longuement sur les différents plans de relance aux États-Unis et en Europe, et en mettant en évidence les opportunités que ça va présenter. On va devoir parler de la hausse des taux, parce que c'est un sujet qui, pour l'instant, amène pas mal de volatilité sur les marchés boursiers. Hausse des taux, hausse de l'inflation, où en est-on? Et on terminera avec une vision globale de la situation sur le rebond économique attendu et les opportunités que ça peut offrir. On rentre dans le vif du sujet. Michel, l'évolution des bourses depuis un an. L'évolution des bourses depuis un an, repassons même un peu en arrière. L'année 2020 avait plutôt bien commencé. Et puis évidemment, l'épidémie se déclenche avec d'énormes conséquences. Il y a un crash en février-mars. Toutes les bourses baissent, la plus forte d'ailleurs étant la bourse européenne. Mais comme on le voit sur le graphe devant vous, en fait, le rebond s'est fait en ordre dispersé. Le Nasdaq, donc le marché américain des actions technologiques, a le plus rebondi. On a vu pendant un long moment en fait, un coude à coude avec les bourses chinoises qui ont décroché les dernières semaines pour différentes raisons. Un raffermissement des mesures concernant les champions technologiques en Chine, le fait que les Américains pourraient éliminer les sociétés chinoises qui ne respectent pas les mesures d'audit. Voilà, on peut y revenir, mais donc les bourses chinoises ont un peu décroché les dernières semaines. Et puis on voit tout en bas, malheureusement, la bourse européenne qui a été, je dirais, la moins vigoureuse dans le rebond. Si on regarde alors le tableau suivant, sur un an, effectivement, on voit que c'est le Nasdaq qui a le plus rebondi, devant le S&P 500, donc l'indice général américain, et puis ensuite on trouve le Nikkei, le CSI 300 chinois, et en fait l'indice boursier européen. Ce qui est assez intéressant, évidemment, il y reviendra. Pourquoi est-ce que le Nasdaq est en tête? Parce que c'est l'indice des valeurs technologiques. Les valeurs technologiques ont vraiment tiré les marchés boursiers, en tout cas pendant la première partie de 2020. Et ce n'est pas donc une surprise si, par contre, on voit que l'indice Stoxx 600 européen est en queue de peloton depuis un an. Pourquoi? Parce que, je dirais, le secteur technologique est beaucoup moins représenté en Europe qu'aux États-Unis. Pour donner une idée, dans le Stoxx 600, les valeurs technologiques représentent à peu près 8%, contre environ 18% pour l'indice japonais et presque 27% pour l'indice américain. Donc, c'est ce rebond, évidemment, technologique qui explique le fait que le Nasdaq a beaucoup mieux performé que les autres marchés. Mais évidemment, Bernard, je pense que ce n'est pas que les technologies qui expliquent le rebond, il y a aussi un impact économique pour lequel tu vas nous en parler. Absolument, et c'est la deuxième grande réflexion et probablement aussi la deuxième grande surprise. Quand on voit les chiffres donnés par Michel en termes de progression des marchés boursiers, c'est relativement impressionnant. Ce qui est aussi impressionnant, finalement, c'est la résilience de l'économie de façon générale et de façon globale. Alors, je vais essayer d'illustrer cela avec quelques graphes. Premier graphe, c'est l'évolution du produit intérieur brut de façon trimestrielle. Premier trimestre 2020 qui commençait à être impacté par la crise. Deuxième trimestre, on est en plein confinement, on a un effondrement des produits intérieurs bruts. Troisième trimestre, on respire, on sort, on a un déconfinement, tout va bien. J'ai des produits intérieurs bruts qui vont fortement augmenter. Et on pouvait craindre qu'avec la deuxième vague, les deuxièmes mesures de confinement, on allait avoir un impact très négatif en termes de croissance. Et finalement, quand on regarde le graphe, j'ai des taux de croissance qui sont soit légèrement positifs, soit légèrement négatifs, mais qui n'ont strictement rien à voir avec la situation qu'on a connue lors du premier confinement. Donc ça, c'est déjà un premier indicateur. Le deuxième indicateur, ce sont les fameux indicateurs PMI, ce sont les indicateurs de confiance, toujours manufacturiers et services. On va commencer par l'industrie. Je rappelle, je suis au-dessus des 50, ça veut dire que je suis en croissance économique. Je suis en dessous des 50, récession, ralentissement économique.
qu'est-ce que je dois constater? Après, évidemment, l'effondrement au mois de mars de 2020 et la reprise de l'activité dans une deuxième partie qui a été la première phase de déconfinement, eh bien, malgré les mesures de restriction qui sont encore prises aujourd'hui, j'ai une vraie reprise de l'industrie, en particulier de l'industrie allemande. Mais même l'industrie française aujourd'hui est repartie nettement à la hausse, donc l'ensemble du secteur industriel a retrouvé des niveaux largement supérieurs au niveau d'avant-crise. Évidemment, le secteur des services, c'est un peu différent. Mais malgré tout, malgré le fait qu'aujourd'hui, le secteur des services est quand même celui qui est le plus impacté par les mesures de confinement, par les mesures de restriction qui sont imposées, malgré ça, quand je fais une comparaison par rapport à la situation de mars 2020, je suis à des niveaux totalement différents. J'ai donc une fameuse résilience aussi du secteur des services qui est un élément positif, qui est un facteur de soutien, et j'insiste là-dessus, sur la reprise de l'économie en 2021. Si je vais encore un petit peu plus loin dans ces facteurs de résilience, et c'est vrai que quand on regarde le graphique, ça a quelque chose d'un petit peu hallucinant, je ne peux pas utiliser un autre terme, c'est l'évolution de la production industrielle en Chine. J'ai un arrêt total de la production au mois de février-mars 2020. J'ai aujourd'hui une reprise fulgurante de cette production. Pour quelles raisons? D'abord, parce que la Chine est sortie très rapidement de la pandémie, et aujourd'hui, la Chine profite quelque part de cette pandémie, c'est-à-dire que les exportations des produits chinois dans le secteur médical sont soutenues par la demande émergente de pays comme l'Europe ou les États-Unis. Donc j'ai des taux de croissance de production industrielle en Chine qui sont largement supérieurs au niveau d'avant-crise. Je continue encore dans les éléments qui sont la preuve de cette résilience de l'économie mondiale. C'est la même chose que les indicateurs PMI, ce sont les indicateurs qu'on appelle ISM aux États-Unis, donc c'est la même lecture. Si j'ai un chiffre au-dessus de 50, je suis en reprise économique, en dessous, je suis en récession. On voit bien le ralentissement au moment de la pandémie et au moment de l'arrêt de l'activité, mais on voit bien aussi que la reprise aux États-Unis a été extrêmement rapide. Elle n'est certes pas comparable à celle qu'on peut observer en Chine, mais on a quand même très clairement retrouvé des niveaux d'avant-crise, aussi bien dans le secteur industriel que dans le secteur des services. Et puis, dernier petit graphe pour la réflexion, le commerce international. Il est évident qu'à partir du moment où la Chine s'arrête, l'ensemble de l'Asie s'arrête, le commerce international s'est arrêté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Même s'il y a un petit bateau qui se coince dans un canal, on a une vraie reprise du commerce international dans tous les secteurs confondus. Donc cette résilience de l'économie de façon globale, et même en Europe dans un contexte encore de pandémie, est vraiment un élément porteur, rassurant, et je pense aussi qu'on l'a observé peut-être dans le résultat des sociétés, Michel. Exactement. Pardon. Les résultats de société, finalement, je dirais globalement, ont été une très bonne surprise. Alors après, on peut s'entendre, effectivement, comme on le voit sur le tableau. Est-ce qu'on parle de résultats qui sont moins mauvais qu'attendus ou meilleurs que prévus? Bon, peu importe, je dirais, les surprises sont très bonnes, en général. Et d'ailleurs, comme vous voyez en bas de ce graphe, j'ai repris des renseignements de Street Insider, donc en fait un site qui reprend pour les États-Unis, les prévisions bénéficiaires pour le quatrième trimestre 2020, on voit que la large majorité des résultats sont meilleurs qu'attendus et il y a une minorité de résultats qui sont moins bons qu'attendus. C'est aussi interpellant quand on regarde en fait la croissance des résultats l'année passée au troisième et au quatrième trimestre par région. On voit que, évidemment, et Bernard vient d'en parler, la Chine sort du lot. On voit que la Chine, clairement, surtout au quatrième trimestre, a vraiment commencé à engranger de très beaux résultats. Par contre, on voit que les États-Unis sont un peu derrière et l'Europe, n'en parlons pas, est tout à fait derrière. Donc la reprise est beaucoup plus lente en termes de résultats de société. Et alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'effectivement, cette reprise de croissance des résultats se marque aussi assez fort pour 2021. On a déjà des premières estimations pour le premier trimestre où la croissance des bénéfices, notamment aux États-Unis, pourrait atteindre 22% pour le premier trimestre, ce qui sera un record déjà depuis pas mal d'années. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines à peine, ce taux de croissance du premier trimestre était beaucoup plus bas, à peine de 15%. Donc là aussi, on va clairement vers un mieux. Et puis alors, je voudrais terminer peut-être par ce slide, fort intéressant, où on voit en fait la croissance attendue des résultats trimestriels États-Unis, Europe. Alors évidemment, on voit que pour les 2 premiers trimestres de 2020, il y a eu une chute assez forte, surtout en Europe. On voit que pour le 3e et le 4e trimestre, la chute
a commencé à être amorti, donc les bénéfices reprenaient. Et on voit que pour cette année, surtout au premier et au deuxième trimestre, il y a une énorme hausse attendue des bénéfices des sociétés. Et évidemment, on part avec une base de comparaison il y a un an qui est très basse, mais une forte reprise des résultats de sociétés. Et évidemment, je dirais quelque part, c'est logique, surtout en Europe qui avait été plus pénalisée. Alors évidemment, tout ça, je dirais, c'est bien beau, mais je crois qu'il faut aussi parler des fameux plans de relance, tant américains qu'européens, qui sont pour beaucoup dans cet optimisme et dans cette vigueur de l'économie. Absolument. Ces plans de relance sont quand même des éléments essentiels d'abord sur l'année 2020, parce que c'est la conjonction de plans de relance au niveau des gouvernements et l'intervention des banques centrales qui a finalement évité d'avoir une crise sanitaire qui ne devienne une vraie crise économique. Donc ces plans de relance sont vraiment essentiels. Aux États-Unis, on accumule les plans. On a eu fin décembre un plan de 900 milliards de dollars qui était le dernier plan de Trump. On a le plan de Biden, et je vais m'y attarder un peu plus parce qu'il est extrêmement important, de 1 900 milliards de dollars. Et je ne dis pas que c'est au moment où nous parlons, mais Biden est en train et devrait annoncer encore un nouveau plan. On parle de montants entre 3 000 et 4 000 milliards de dollars. Michel en donnera un peu plus de détails, bien qu'on n'ait pas encore beaucoup de détails pour l'instant. Au niveau de l'Europe, qu'est-ce que nous avons eu en dehors des prorogations des aides des États ? La flexibilité des règles de l'Union européenne, c'est un élément important sur lequel je vais insister aussi. Et puis le fameux plan Next Generation EU. Peut-être un premier constat, le timing n'est pas le même. On voit bien qu'aux États-Unis, on va très très vite. En Europe, on a quand même une certaine lourdeur, on a certaines résistances. Et donc effectivement, on a déjà un petit peu de retard, on l'a vu en termes d'indicateurs de confiance. On le voit aussi dans les plans de relance. Alors le plan de relance de Biden, 1 900 milliards de dollars, alors si vous prenez la peine de faire le décompte des montants que je vais vous donner, vous allez vous rendre compte qu'on n'arrive pas à 1 900 milliards de dollars. Il y a à peu près 60%, 67% qui vont être débloqués immédiatement. Le reste le sera un peu plus tard. Deuxième remarque importante, ce plan est un plan d'aide immédiat. Ce n'est pas un vrai plan de relance d'infrastructure. Ce qui veut dire qu'en termes d'impact sur une économie, c'est un impact extrêmement fort à court terme. Ça n'a pas un effet démultiplicateur en termes de croissance sur le long terme. Raison pour laquelle Biden est en train de proposer ou va proposer un autre plan. La première partie du montant qui est la plus fondamentale, la plus essentielle, c'est à peu près un montant de 400 milliards de dollars qui représente un chèque de 1 400 dollars par ménage. Le but, c'est évidemment de soutenir la consommation. Une partie va aller dans la consommation directe, une partie va aller dans l'épargne, et une partie, on ne sait pas très bien laquelle, mais on a vu que précédemment, dans les plans de Trump, on a eu exactement le même phénomène, une partie va aller en bourse. Deuxième grande enveloppe, 350 milliards, ce qui est quand même conséquent, c'est aider les États et les gouvernements locaux qui ont eu pas mal de difficultés financières, qui ont besoin de cette aide. On va avoir aussi un programme spécifique pour la garde des enfants. On parle quand même de 55 milliards de dollars plus des pertes de recettes pour un certain nombre de mesures. Si je continue à égrener, j'ai 170 milliards de dollars pour rouvrir les écoles, que ce soit primaires et secondaires. J'ai une enveloppe de 163 milliards de dollars pour des chèques pour les personnes qui sont défavorisées. J'ai encore un montant de 109 milliards de dollars pour la santé. J'ai encore un montant de 45 milliards pour l'aide au logement. Et j'ai aussi une prolongation pour l'aide alimentaire et également, évidemment c'est important, une aide aux PME, restaurants, théâtres et cinéma. Donc on voit bien, ce sont toutes des mesures avec un effet immédiat. Pour une relance rapide de l'économie, c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit quand je vais parler un peu de son impact que l'on peut estimer. Si je fais une comparaison par rapport à l'Europe, premier élément qu'il faut prendre en considération, ça fait des années qu'on nous parle du fameux traité de Maastricht et des règles que nous devons respecter. Lors de la crise de 2008-2009 et lors de la crise de la dette en Europe, on a obligé les pays européens en difficulté à pratiquer des politiques d'austérité. On a obligé les pays européens à rester dans les balises qui étaient imposées par le traité. La Commission européenne a très bien pris la mesure du risque au moment de la crise en 2020, au mois de mars, assez rapidement, qu'on ne pouvait pas rester dans ce carcan. Elle a donc levé les contraintes imposées par le traité de Maastricht et on est dans une situation aujourd'hui où ces mesures sont reportées, ou en tout cas on va rediscuter de ces nouveaux critères seulement en mars 2022. Donc pour l'instant, la Commission européenne autorise les États à augmenter leur endettement. On a une urgence, une situation exceptionnelle
qui ne dépend pas de la gestion des États, qui nécessite des mesures particulières. Deuxième élément extrêmement important dans ces décisions de la Commission européenne, c'est de permettre aux États d'aider un certain nombre d'entreprises. On sait très bien que, jusqu'à présent, si un État voulait aider une entreprise, il devait avoir l'accord de la Commission européenne. Là, la Commission a dit, pour l'instant, il faut quand même nous présenter vos plans, on va être beaucoup plus souple en termes de critères. Ce qui a permis aux États d'aider, par exemple, les compagnies aériennes. On peut discuter sur la pertinence de cette intervention, mais c'est une réalité permise par un assouplissement des règles au niveau de l'Europe. À côté de ça, l'Europe a quand même pris un certain nombre de mesures assez immédiates, avec un déblocage de fonds aussi assez immédiat. 3 grandes tranches dans ces mesures. La première, je vais y revenir, c'est un montant de 100 milliards pour aider et soutenir les chômeurs. Deuxième tranche, 200 milliards qui va venir dans le capital de la Banque européenne d'investissement pour soutenir toute une série de projets. Et dans le cas où un État pouvait avoir à faire face à une difficulté financière, l'Europe a mis en place une enveloppe de 240 milliards dans le fameux mécanisme européen de stabilité. Ce n'est pas un mécanisme qui a été utilisé pendant la crise, mais c'était au cas où. Donc si je reviens simplement sur le premier instrument, l'instrument qui est une aide au chômage, eh bien vous avez ici les montants qui ont été alloués par la Commission européenne. Donc la Commission européenne a emprunté au nom des États et a prêté à ces États. Quels sont les États qui en ont le plus profité, entre guillemets, je vais le mettre, c'est-à-dire ceux qui ont eu le plus fort impact négatif sur le marché de l'emploi, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est la Pologne, c'est le Portugal. Mais l'Europe ne s'est pas arrêtée là. L'Europe a mis en place le fameux Next Generation EU, fameux plan de 750 milliards d'euros. Alors c'est vrai que quand je le compare par rapport aux 1900 milliards des États-Unis, ça semble peut-être un petit peu peu, mais il y a quand même une volonté très claire d'avoir un budget européen, un plan européen, qui se répartit en, d'une part, à peu près 300 milliards d'euros qui sont des prêts aux États, et à peu près 360 milliards qui sont des subsides aux États. Ce qui veut dire que ces 360 milliards, c'est une forme de don. Les États ne vont pas devoir rembourser la Commission européenne. Et quels sont, si on essaye de voir un petit peu juste la partie de ces dons, de ces subventions, quels sont les pays qui vont le plus bénéficier de cette manne? C'est évidemment les pays qui ont la plus forte chute de leur PIB. L'Espagne, l'Italie, le Portugal vont se retrouver dans les pays les plus bénéficiaires de ce montant. Si je prends le cas de l'Italie en particulier, rien que la partie de subvention va représenter un montant de plus de 70 milliards d'euros. Alors ça, c'est bien beau, mais je l'ai dit, le timing n'est pas le même par rapport aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, on est encore en discussion au niveau de l'Europe pour mettre en place ce plan. On espérait avoir un déblocage des fonds à l'été 2021 et la poursuite en 2022, mais il y a une décision d'une cour et d'un tribunal allemand qui, pour l'instant, a bloqué la situation. Or, j'ai besoin d'avoir l'accord des 27 pour que ce plan puisse être validé. Donc, l'Europe prend du retard en termes de plan et ça va avoir un impact, évidemment, en termes de croissance, inéluctablement. Si je fais une comparaison de l'investissement de l'État américain par rapport à l'investissement de l'Europe, il y a quand même une sacrée différence. Si je cumule les différents plans qui ont été passés sous l'ère de Trump et le nouveau plan annoncé par Biden de 1 900 milliards de dollars, c'est un montant qui représente plus de 12% du produit intérieur brut américain. Si je compare au plan européen, je suis un peu au-dessus des 6% par rapport au PIB, et le Japon est encore beaucoup plus bas. Donc évidemment, quand j'ai un plan d'une ampleur aussi forte aux États-Unis, l'effet des multiplicateurs est énormément important. Et d'ailleurs, l'OCDE, au moment où ils ont revu dernièrement leurs prévisions, qui à l'époque évidemment n'avaient pas encore le plan de Biden, ont tenu compte et ont essayé de chiffrer cet impact de ce nouveau plan pour l'économie américaine. Par rapport à leurs prévisions précédentes, ce plan va amener un surplus, plus exactement, de croissance de 4%. Et en même temps, elle va percoler au niveau mondial. Ça va avoir un impact positif sur l'économie canadienne, qui aura un impact d'à peu près 1% complémentaire. Sur le Mexique, le Brésil, la zone euro en profitera, mais un petit peu moins. Donc, non seulement c'est un impact extrêmement puissant sur l'économie américaine pour l'année 2021, mais ça a un impact sur l'économie mondiale. Donc, ce qui est un élément extrêmement positif. Et la question qu'on peut se poser, évidemment, Michel, c'est de se dire,
tous ces plans, quelles sont les opportunités, quels sont les secteurs évidemment qui vont en profiter? Pardon, excellente question, parce qu'effectivement, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, on attend ce soir les fameuses décisions et éclaircissements de Joe Biden sur le nouveau très gros plan de relance de 1 900-2 000 milliards. Certaines fuites, tout à l'heure, ont percolé via des sites américains, donc on en sait un peu plus. Et effectivement, ce plan fera la part belle, en tout cas aujourd'hui, à ce que j'appellerais globalement tout ce qui est infrastructure, et notamment infrastructure énergétique, parce que c'est clair que Biden est tout le contraire de Trump, il est beaucoup plus branché sur tout ce qui est écologie, etc. Donc nouvelles technologies, nouvelles moyens d'utiliser l'énergie. Et donc, par exemple, il y a quelques jours, il y a 2-3 jours à peine, on a appris que Biden voudrait développer plusieurs dizaines de méga champs éoliens au large des États-Unis, mais pas que ça. Donc, d'après les fuites qu'on a entendues tout à l'heure sur certains sites américains, Biden va faire la part belle, je dirais, à tout ce qui est rénovation de l'infrastructure autoroutière, les aéroports, mais évidemment aussi tout ce qui est train. On sait aussi probablement qu'il va faire la part belle au fort développement de tout ce qui est énergie alternative. On sait qu'il veut, par exemple, fortement promotionner les véhicules électriques, mais pour ça aussi, il faut développer le réseau des recharges des bornes électriques. Apparemment, ce sera prévu dans son programme. Également prévu dans le programme, on devra avoir des éclaircissements concernant tout ce qui est rénovation également des bâtiments, pour mieux l'isoler, pour également qu'il soit plus sûr, etc. Donc ça va toucher également tout ce qui est également technologique. Donc voilà. Donc tous ces secteurs vont être fortement impactés. Mais j'ai voulu d'abord ici revenir peut-être sur le programme qu'on annonçait pour les démocrates, donc pour Biden, avant les élections. Et c'est assez intéressant parce que déjà, à l'époque, on voyait que les démocrates voulaient faire la part belle à tout ce qui est biens d'investissement et de construction, tout ce qui est énergie propre, alternative, et donc tout ce qui est également transport, donc ce qui va se retrouver probablement ce soir dans ce fameux plan infrastructure. Pourquoi? Évidemment, et comme l'a dit tout à fait Bernard tout à l'heure, c'est clair aussi que les biens de consommation vont être favorisés, parce qu'on pourra appeler les chèques Corona. Également, il va favoriser les PME, tout ce qui est évidemment aussi lié aux exportations. Alors, a priori, mais évidemment, ça a changé, l'épidémie a changé complètement la donne, a priori, aurait été impacté négativement tout ce qui était pharmacie et biotechnologie, donc les soins de santé. Évidemment, là, ça va être plutôt l'inverse, je vais y revenir. Biden prévoit aussi de développer assez fortement ce secteur finalement. Par contre, évidemment, pétrole, gaz, financier serait plus impacté, et notamment parce que, corollairement à ce plan qui va être annoncé ce soir, il est très probable que Biden annonce une hausse des impôts qui repasserait de 21 à 28% à peu près, donc les impôts qui avaient été diminués par Trump, parce qu'il faut évidemment financer ce fameux plan. Alors plus concrètement, sur quoi va-t-on mettre probablement l'accent grâce à ces différents plans de relance américains? Évidemment, oui, la consommation cyclique. On pense aux hôtels et restaurants, on pense à l'automobile, à l'e-commerce, tout ce qui est textile, habillement. Pourquoi? C'est la dernière colonne. Évidemment, il y aura les fameux chèques dont a parlé Bernard. Et puis il y a ce que j'appellerais la frénésie de consommation. On sait dans l'histoire qu'après chaque grande crise, quand les gens étaient, sans jeu de mots, confinés pendant longtemps, une fois qu'ils sont libérés, ils consomment et reconsomment beaucoup plus. Donc probablement que ça va fortement augmenter, en tout cas dans un premier temps. D'autant plus qu'il y a une épargne forcée, Bernard en a parlé également. Consommation de base, évidemment, oui, les gens vont probablement davantage consommer, notamment les boissons. Ça a l'air de rien, mais depuis que les mesures de confinement ont été lancées, les grands événements ont pour la plupart été annulés, que ce soit les événements sportifs, les grands concerts, etc. Donc tout cela va reprendre. Très probablement, on peut s'attendre également à une forte, consommation dans le domaine de l'industrie et des métaux, le secteur aérien, tout ce qui est machines, transport, tout ce qui est lié évidemment à l'environnement, et aussi des matières premières comme le cuivre, par exemple, qui sont beaucoup utilisées non seulement dans la santé, mais également dans tout ce qui est technologique. La santé, je viens d'en parler, parce qu'auparavant, probablement, les démocrates auraient, un peu négligé, si je puis dire, ce secteur, mais la pandémie a changé la donne, et on sait que Biden veut davantage mettre l'accent sur les tests, sur les vaccins, sur la recherche et développement accru, renforcer également le système des soins de santé, parce que malheureusement, je crois que tout le monde en convient, l'épidémie qu'on connaît, il pourrait y en avoir d'autres à l'avenir. Évidemment, tout ce qui est environnement, climat, je viens d'en parler. Et puis la technologie, il ne faut pas négliger tout ce qui est digitalisation, sécurité robotique, la sécurisation des bâtiments, parce que là aussi, apparemment, ça fait partie du plan de Biden. Donc c'est davantage sécuriser les bâtiments, optimiser évidemment les processus de travail, le télétravail en fait partie, etc. Alors,
En Europe, bon, évidemment, en Europe, les plans, comme l'a montré Bernard, sont un peu moins développés, mais on voit quand même les mêmes tendances de développement, en tout cas les points qui seront mis en avant par les gouvernants, et notamment le fait qu'il faudra que 37% des dépenses engagées par les États concernent les objectifs environnementaux, donc on est tout à fait dans la lignée de ce que Biden veut faire également. Par ailleurs, et de nouveau, comme quoi il ne faut pas négliger tout ce qui est nouvelles technologies, 20% devront être destinés à la digitalisation de l'économie. Alors en Allemagne, parce que bon, l'Allemagne, ça reste évidemment la première économie européenne, sans surprise, ils veulent stimuler l'offre et la demande, mais mettre l'accent fortement sur la modernisation de l'économie et en particulier de tout ce qui est automobile. Et justement, il y a quelques jours, pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez vu que Volkswagen, par exemple, a développé un énorme plan de développement de ses véhicules électriques. Il a été suivi dans la foulée par BMW et par Daimler. Donc on voit que c'est vraiment des secteurs qui vont être en fort développement. Alors évidemment, tout ça est important, mais c'est clair que les derniers mois, et Bernard en a parlé tout à l'heure, on a de plus en plus, malheureusement, j'oserais dire, parlé d'inflation et de hausse des taux. Et donc, quels sont les impacts aussi pour les investisseurs? Absolument. Et on va d'abord voir clairement, est-ce qu'on a vraiment une hausse des taux, est-ce qu'on a vraiment un risque inflationniste? Si je regarde l'évolution de la courbe des taux aux États-Unis, donc l'évolution du rendement de l'obligation américaine à 10 ans, de fait, j'ai eu, sur les 6 derniers mois, une hausse conséquente, puisqu'on est passé d'un rendement d'à peu près 0,60 à aujourd'hui 1,76. Donc oui, une certaine hausse des taux longs aux États-Unis. Si je regarde l'évolution de la courbe, parce que ça c'est quand même un élément intéressant, donc l'évolution, j'ai pris la courbe des taux d'intérêt du 1 mois jusqu'aux 30 ans. En mauve, c'est la situation de la courbe fin octobre 2020. Et en orange, c'est la situation actuelle. Qu'est-ce que je constate? Sur les taux courts, je suis un tout petit peu plus bas qu'au mois d'octobre. Par contre, sur les taux longs, et c'est surtout à partir du 5 ans, j'ai eu une remontée significative de ces taux. J'ai ce qu'on appelle une pantification de la courbe. C'est-à-dire que j'ai normalement des taux bas qui sont en dessous des taux longs. C'est une situation beaucoup plus normale et beaucoup plus logique en cas de reprise économique. Ce qui était peut-être moins normal, c'était d'avoir une courbe quasiment plate, c'est-à-dire pas de différence entre mes taux courts et mes taux longs. Donc, quelque part, cette pantification de la courbe, elle est le signal logique d'une reprise économique. Si je regarde en même temps les anticipations d'inflation, donc on essaye de se projeter en disant comment va évoluer l'inflation, eh bien certes, et je vois l'évolution des anticipations d'inflation à 5 ans et à 10 ans aux États-Unis, on voit bien les deux graphes, les deux lignes évoluent de la même façon, avec une tendance très nette à la hausse de l'inflation. D'un côté, à partir du moment où l'activité économique s'est arrêtée, j'avais plus d'inflation, c'est normal, j'avais plus d'activité, donc j'ai eu un effet de rattrapage. Maintenant, on voit bien que l'on dépasse les niveaux de 2019. Quels sont les éléments qui peuvent expliquer, sans aller vraiment dans le détail, parce que là, on est parti pour 1 heure d'explication, mais quels sont les éléments qui peuvent expliquer cette remontée des taux? Le premier élément, c'est les plans successifs, les 900 milliards et les 1900 milliards de Biden surtout, parce qu'on l'a vu, en termes de croissance, ça va avoir un impact énorme sur l'économie américaine. Donc, qui dit croissance, dit normalement activité soutenue, dit normalement inflation. Deuxième élément qui est extrêmement important, c'est la vaccination. Biden avait un pari de nous dire qu'il allait atteindre les 100 millions de doses ou les 100 millions d'Américains dans les 100 jours. On a dépassé cet objectif. Qui dit accélération de la vaccination, dit évidemment déconfinement, consommation. C'est encore un élément complémentaire de croissance et aussi d'augmentation des prix. On a eu la hausse du prix du baril de pétrole et des matières premières, mais en particulier de la hausse du prix du baril de pétrole. Un petit graphe pour bien l'illustrer. On est tombé à un niveau de $20 quand plus personne ne pouvait consommer puisque tout le monde était confiné. On est monté jusqu'à $70. On est dans les niveaux de $65 aujourd'hui. Donc, logiquement, d'une année à l'autre, j'ai un effet de base fondamental de la hausse du prix du baril de pétrole dans mon inflation. Donc, j'ai des facteurs crédibles de la hausse de l'inflation et donc des facteurs qui expliquent la remontée des taux d'intérêt. Maintenant, il faut quand même mettre ça en perspective. Ça fait des années qu'on nous dit que les taux d'intérêt vont remonter, mais si je regarde l'évolution des taux en Europe, et j'ai pris ici l'évolution du rendement de l'obligation allemande, Belgique, pour être belge un peu de temps en temps, obligation belge à 10 ans. Je n'ai même pas pris une longue période, j'ai pris une période relativement encore limitée. Malgré la remontée des taux, on reste quand même à des niveaux historiquement bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
l'État belge, il emprunte à 0%. On ne peut pas dire que ce soit une forte hausse des taux. Donc oui, la hausse des taux a eu lieu, elle a eu lieu essentiellement aux États-Unis, parce que j'ai une situation économique fondamentalement différente. Mais en Europe, on est dans une situation totalement différente aussi, et d'ailleurs c'est dans nos projections ce qu'on anticipe. La Banque centrale européenne, comme d'ailleurs la Banque centrale américaine, ne va pas bouger à ses taux d'intérêt en 2021-2022. Aux États-Unis, on attend peut-être la première remontée des taux en 2023. Mais la Banque centrale européenne, en plus, a son fameux programme d'achat d'obligations de 1 850 milliards d'euros, dont ils ont déjà utilisé à peu près 900 milliards. Mais il y a encore à peu près 1 000 milliards d'euros de disponibles pour acheter des obligations. Et la BCE a très clairement dit qu'elle ne voulait pas une remontée des taux. En tout cas, pas une remontée des taux comme aux États-Unis. Ce qui veut dire que si je regarde mon graphique où en bleu est représentée l'évolution du taux de la Banque centrale européenne, il va rester à 0. En gris, l'évolution du rendement de l'obligation allemande à 10 ans. On est en territoire négatif aujourd'hui, c'est moins 0,30% pour le rendement de l'obligation allemande à 10 ans. On voit une toute petite remontée. On terminera l'année 2022 peut-être avec un niveau de 0,20%. Donc, taux d'intérêt, ça fait des années que je le dis, taux d'intérêt qui vont rester bas, court et long terme. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les investisseurs, on est bien d'accord, mais il y a toujours des solutions, n'est-ce pas Michel ? Il y a toujours des solutions, effectivement, mais je dirais si on repart sur finalement, je dirais les placements très basiques, donc en fait ce qu'on connaissait auparavant, les placements en épargne classique, on voit évidemment qu'on est toujours dans des niveaux très bas, ce qui est logique vu que les taux officiels sont également très bas, donc ce n'est pas une alternative. Bernard en a parlé et j'ai actualisé aussi le tableau des rendements obligataires à différentes échéances. Alors on voit que finalement il faut aller sur du 10 ans pour avoir disons, un certain rendement. Et encore, par exemple, si on prend un rendement dollar à 10 ans en rating triple B, qui n'est pas non plus la top qualité, on aura 2,5% brut. Alors on voit effectivement, oui, que les taux, comme a dit Bernard, se sont redressés, mais on reste encore très bas d'un point de vue historique. Alors c'est vrai que les derniers mois, on parle beaucoup, j'ai souvent les questions, tiens, au niveau des obligations anti-inflation, est-ce que c'est intéressant ? Comme je le dis ici, je pense que c'est une fausse bonne solution. Pourquoi ? Parce que la plupart des obligations anti-inflation ont des maturités assez longues, ce qui peut être évidemment très gênant si les taux montent, ce qui a été le cas les dernières semaines. On a aussi beaucoup parlé des obligations chinoises. Alors oui, les obligations chinoises peuvent offrir des taux intéressants, mais je dirais qu'il y a quand même un double problème, c'est qu'il faut évidemment faire attention au taux de change. Et deuxièmement, on a vu malheureusement les derniers mois que même les entreprises d'État étaient en faillite virtuelle et donc n'étaient plus capables de payer leurs coupons. Donc c'est quand même assez gênant. Par contre, c'est vrai, ce qui peut être intéressant, c'est une autre alternative, c'est les obligations convertibles, qui sont en fait un peu, je dirais quelque part, une sorte de meilleur des deux mondes. Vous avez en même temps actions, obligations, c'est beaucoup moins volatile que les actifs classiques. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ça a l'exposition action, donc à moyen terme, c'est assez intéressant. Donc voilà, ça peut être une alternative, je dirais, intéressante par les temps qui courent. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'or. En tout cas, depuis 2-3 ans, on parlait de l'or qui avait fort monté. Ces derniers mois, j'ai aussi souvent des questions, tiens, est-ce que l'or est intéressant ? Parce que c'est assez étonnant, enfin ça peut paraître assez étonnant, mais l'or qui avait la réputation d'être un actif anti-inflation n'arrête pas de baisser. Après avoir atteint environ 2063 $ l'once en août 2020, ce matin, on a percé à la baisse les 1700 $. Donc on est quasiment 20% plus bas qu'il y a quelques mois, il n'y a même pas un an. Une des raisons, c'est qu'en fait, les banques centrales, qui ont, je dirais, d'autres chats à fouetter, ont acheté beaucoup moins d'or ces derniers mois. Donc, ce n'est plus vraiment non plus une alternative. Et donc, finalement, c'est un peu nouveau l'effet TINA, des risques non alternatifs. Il faut s'intéresser aux actions si on veut avoir du rendement. J'ai ici actualisé un tableau que j'avais trouvé déjà il y a quelques mois, où on voit effectivement que, quels que soient les pays, les rendements dividendaires en actions sont plus intéressants que la moyenne. Généralement, même si, évidemment, on connaît depuis un an une situation un peu particulière, les secteurs actions qui payent les plus beaux dividendes, je dirais, c'est le pétrole, les télécoms, l'immobilier et les financières. Bon, on sait que les financières, évidemment, c'est un peu particulier. Notamment, la Banque centrale européenne a demandé aux banques de surseoir aux dividendes l'année passée, mais je vais y revenir. Et donc, finalement, on entend souvent, quand on parle d'inflation et de taux à la hausse, qu'il y a des gagnants et des perdants. Et parmi les gagnants, on cite classiquement, généralement, les financières, donc les banques, les matières premières. Pourquoi les banques ? Parce qu'évidemment, on sait que plus les taux montent, plus évidemment la marge d'intermédiation est intéressante. Les matières premières, on dit que c'est des anti-inflations. Parmi les perdants, on cite généralement
les actions des secteurs technologiques. Pourquoi? C'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent, parce qu'en fait, pour valoriser une action technologique, on utilise souvent ce qu'on appelle un taux d'actualisation des bénéfices futurs. Évidemment, si les taux montent, les bénéfices futurs sont actualisés de manière moins intéressante. L'immobilier, on dit souvent, oui, ce n'est pas intéressant si les taux montent. Pourquoi? Parce que les sociétés immobilières peuvent être endettées, les dividendes seront moins intéressants. On cite aussi les services aux collectivités en disant, oui, ce sont des sociétés qui sont souvent avec des bilans assez lourds au niveau de l'endettement. Voilà ce qu'on dit. Mais en fait, dans les faits, j'ai repris ici un graphe que j'ai repris depuis le début d'année. On voit, j'ai repris donc le taux américain à 10 ans. Alors oui, on voit effectivement que les actions bancaires en jaune ont commencé à profiter de la hausse des taux. C'est favorable pour les bancaires. Par contre, on voit que pour les autres secteurs que je viens de citer, finalement, il n'y a pas tellement, d'impact positif ou négatif par rapport à ces taux. Parce qu'il y a évidemment d'autres facteurs qui jouent. Par contre, ce qui reste, je pense, intéressant, et j'y reviens souvent, c'est les actions immobilières, et notamment les fameuses CIR belges, qu'on appelait auparavant les SICAFI. Alors, deux choses. D'abord, ici, sur le tableau, je vous ai repris les 17 CIR qui sont cotées à Bruxelles. Comme vous le voyez, sur la première colonne bleue à gauche, en fait, on a eu un rendement moyen net en 2020 d'à peu près 4%, 4% net donc sur ces CIR. D'après les estimations qu'on fait dans le groupe, on pourrait partir sur les 2 prochaines années encore vers des rendements de 3,7 à 3,8, 3,9% net. Donc je pense effectivement que ça reste assez intéressant en termes de rendement par rapport au taux où finalement il y a peu d'actifs qui donnent des rendements pareils. Alors il y a aussi quelque chose que je voulais faire remarquer. Donc on dit souvent, voilà, oui, si les taux remontent, ce n'est pas bon pour l'immobilier. J'ai repris sur ce graphe, en fait, l'évolution depuis 10 ans, donc de 2011 à 2021, un indice immobilier belge, donc qui reprend toutes ces fameuses CIR, par rapport au taux des holo belges à 10 ans. Alors qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, les dernières années, les taux n'ont pas arrêté de diminuer, et donc les immobilières ont monté, donc là, tout ça est tout à fait logique. Mais à part finalement l'année passée, donc évidemment, lorsqu'il y a eu une brusque remontée des taux, où par exemple les taux longs américains ont doublé en l'espace d'à peine 10 jours, à part l'année passée, en fait, on voit que l'indice immobilier belge ne bouge guère malgré la hausse des taux. Et je suis persuadé depuis des années qu'en fait, l'immobilier, notamment belge, ne sera impacté éventuellement par des taux à la hausse que si les taux montaient rapidement et fortement. Si ce n'est pas le cas, on voit qu'avec les rendements que ces sociétés donnent, que ça reste des placements assez intéressants. Alors évidemment, maintenant, je crois qu'on a parlé de différents sujets, on peut arriver peut-être à quelque chose de plus global, et quid si la vaccination, effectivement, se développe bien. Donc on a bien compris, si la vaccination de masse, rebond économique. Je pense que ça, c'est l'élément quand même fondamental aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans notre scénario, nous avons un scénario économique qui est un scénario de base, que je vais appeler le scénario de base, dont la probabilité est de 60%. On a un scénario beaucoup plus optimiste de 10%, et le reste, évidemment, c'est un scénario beaucoup plus pessimiste. Si je me base sur ce scénario global, le constat, et quand je prends l'évolution de la croissance et les projections de croissance pour les prochaines années, je prends l'indice 100 fin 2019, en rouge, vous avez la Chine. La Chine, aujourd'hui, a déjà retrouvé et même dépassé son niveau de 2019. Si je prends l'évolution des États-Unis, qui sont en noir sur le graphique, on a normalement, en tenant compte de l'impact de la vaccination et du plan de relance, une croissance qui va retrouver le niveau de fin 2019 au milieu de cette année-ci. Si je prends maintenant ma courbe bleue, il va falloir beaucoup plus de temps pour l'Europe pour retrouver le niveau de croissance, c'est-à-dire qu'on estime qu'il faudra attendre probablement milieu de l'année 2022 pour retrouver la croissance de 2019. En chiffres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la Chine, nous attendons une croissance en 2021 de 8,5%, pour les États-Unis de 6%. En 2022, nous attendons pour la Chine 5,2% de croissance et 3,7% pour les États-Unis. Je dis bien, ça tient compte évidemment du plan de 1 900 milliards de dollars de Biden. Ça n'intègre pas un nouveau plan qui pourrait sortir dans les prochains mois. Au niveau de l'Europe, si nous arrivons à vacciner rapidement,
Alors, je sais que quand je dis ça, vous avez peut-être un petit peu de mal à me suivre, moi aussi, parce qu'aujourd'hui, en Europe, on est plutôt à se dire qu'est-ce qu'on va prendre comme nouvelles mesures. À 20h ce soir, Macron va nous annoncer des nouvelles mesures de confinement et l'Allemagne va encore certainement annoncer des nouvelles mesures. Donc le processus de vaccination est quand même la clé fondamentale dans cette reprise. Imaginons que tout d'un coup, il y a une accélération dans le processus de vaccination. Sur le graphique, je vous ai représenté les différentes projections de croissance pour les pays européens en 2022-2023. On voit pour la Belgique, on aurait une croissance qui tournerait aux alentours des 4%. Normalement, comme j'ai un effet de base relativement important, les pays qui ont eu la plus forte chute du PIB en 2020 auront une croissance plus importante en 2021. C'est par exemple le cas entre la France et l'Allemagne. Mais j'ai bien insisté, et j'insiste bien, ce rebond économique va dépendre fondamentalement de la vaccination. Mais il va dépendre aussi de tout un certain nombre d'éléments que j'ai expliqués un petit peu dans cet exposé de ce soir. Un autre élément sur lequel je vais revenir, c'est la crise Covid en accélérateur. On l'a dit, les taux d'intérêt bas seront un élément aussi. Les plans de relance seront fondamentaux. La flexibilité des applications des règles de l'Union européenne également. La résilience au 4e trimestre est promesse d'une croissance future. Le boom de l'activité en Chine l'est également. Et puis, il y a encore un dernier élément qu'on a un peu effleuré, qui est l'épargne. Mais je vais revenir 2 secondes sur la vaccination. Le graphe représente le nombre de vaccinés pour 100 personnes. Premier pays, Gibraltar, on était pratiquement à 100%, on est à 90%. Cherchez la Belgique, on est tout à fait à l'extrême droite. Quels sont les pays qui sont les premiers en termes de vaccination? Israël, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Quels sont les pays sur lesquels on a revu fortement les prévisions de croissance? La Grande-Bretagne, les États-Unis. Donc c'est la clé fondamentale. Mais cette clé fondamentale, toute seule, ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que je dis, il y a des évolutions et un accélérateur. La crise Covid nous a montré une accélération dans le secteur de la santé, dans le digital, intelligence artificielle. Tout ça sont des éléments qui vont être porteurs pour la croissance dans le futur. Des taux d'intérêt bas, c'est un élément important pour la croissance. Les plans de relance, si on prend du retard en Europe, et dans la vaccination, et dans les plans de relance, on va le payer très cher en termes de croissance. La flexibilité des règles, je l'ai dit, la résilience, élément important, l'activité en Chine, parce que si la Chine tourne bien, l'industrie européenne va en profiter, et dernier élément, l'épargne. Rappelons-nous un petit peu que finalement, pendant la première phase de confinement, mais nous n'avons pas eu d'autre choix que d'épargner. C'est une épargne forcée. Restaurants, spectacles, tout était fermé. Voyages. Donc nous avons épargné par la force des choses. Et on le voit bien d'ailleurs sur le graphe. J'ai une explosion de l'épargne. Déconfinement, on se lâche, on consomme. Mais il y a quand même aujourd'hui des niveaux de taux d'épargne extrêmement élevés au niveau européen. Parce qu'à côté de cette épargne forcée, j'ai également ce qu'on appelle une épargne de précaution. Que sera l'avenir? Est-ce que je ne vais pas avoir des faillites? Est-ce que je ne vais pas avoir une augmentation du chômage? Donc, les gens continuent encore à épargner. Et c'est quelque part un vivier potentiel en termes de croissance. Si demain, effectivement, on arrive à cette vaccination et à ce taux d'immunité global, tous les gens auront envie de consommer. Alors, on fait une comparaison par rapport aux années folles, 1920. Attention aux comparaisons, les comparaisons ne sont pas toujours raison. Là, il y avait des inventions particulières qui ont expliqué un petit peu cette folie à l'époque. Mais on pourrait effectivement, en termes de consommation, avoir un impact important. Donc, si j'accumule l'ensemble de ces éléments, en n'oubliant pas que la vaccination reste l'élément clé, si j'accumule l'ensemble de ces éléments, j'ai un potentiel de croissance absolument énorme, évidemment, qui doit être relativisé par un effet de base, puisque je pars de niveaux beaucoup plus bas, avec des chutes de PIB, comme on n'en a jamais connu depuis la guerre. Et donc, en ayant cela à l'esprit, et en étant peut-être un petit peu optimiste, Michel, qu'est-ce qu'on peut faire de ces perspectives de croissance? Perspectives de croissance, effectivement, c'est assez intéressant dans la mesure où, effectivement, tu viens de parler de la vaccination. La vaccination, on a vu très bien en bourse que, j'ai dit tout à l'heure, les premiers mois de 2020 avaient été fortement poussés par les technologiques, mais à partir de novembre, quand les premiers vaccins ont été annoncés, que les premiers vaccins sont arrivés, on a vu un swap, une espèce de switch, surtout des technologiques vers les valeurs plutôt cycliques.
Et donc j'ai calculé ici la progression, vous voyez c'est la colonne du milieu, progression en un an des différents secteurs cotés en bourse. Je dirais quelque part sans surprise, quel est le secteur qui a le mieux performé depuis un an? La consommation cyclique, où on retrouve justement les voitures, etc. Et puis derrière les matériaux, donc deux secteurs, donc je les ai mis en jaune parce qu'ils ressortent assez fort, deux secteurs qui ont clairement mieux performé que les autres depuis un an. Ensuite, il y a, je dirais, un peloton avec la technologie, l'énergie, services de communication, industrie, finance, mais là aussi on retrouve de nouveau des secteurs assez cycliques qui ont très bien performé. Et puis finalement, j'irai en queue de peloton, on retrouve les soins de santé, l'immobilier, consommation de base et services aux collectivités. Et là, on retrouve notamment les secteurs dont je parlais tout à l'heure, qui seraient, d'après certains, impactés par notamment d'éventuelles hausses des taux, même si j'ai montré que ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, donc, si on l'a vu depuis un an, c'est surtout les secteurs cycliques qui ont le mieux performé en bourse et qui devraient, si la conjoncture économique continue à être porteuse, c'est notamment encore ces secteurs qui devraient être porteurs. Mais ce qui est assez intéressant, j'ai trouvé ici dans une étude anglaise donc de FactSet, qui en fait étudie les recommandations d'achat de la plupart des analystes sur les grandes valeurs américaines. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'actuellement, le secteur, je voudrais dire, le plus plébiscité par les analystes, tout à fait à gauche, c'est la santé. La santé devant les technologiques et devant l'énergie. Donc on voit très bien que, ok, oui, il faut évidemment s'intéresser au secteur cyclique. Oui, probablement, c'est des secteurs qui vont continuer à bien se porter si l'économie, effectivement, continue à croître. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger d'autres secteurs, comme la santé et les technologies, qui sont encore très plébiscités actuellement au niveau des analystes en termes de recommandations d'achat. Donc je crois qu'on peut résumer qu'il y aura de fait un rebond économique et donc boursier, en particulier vers les secteurs cycliques, donc la consommation cyclique, les matériaux, l'industrie, l'énergie, mais évidemment, sans oublier les financières. Et on l'a vu les dernières semaines, les financières qui ont connu un rebond assez intéressant, qui suivaient en fait la hausse des taux. Mais il ne faut pas l'oublier, je le disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que l'année passée, notamment en Europe, les autorités ont recommandé aux banques qui pouvaient payer des dividendes intéressants par solidarité et par précaution de ne pas payer de sursoir aux dividendes. Très probablement, cette année, les banques vont pouvoir, à un moment ou l'autre, payer des dividendes. Donc ça va être de nouveau intéressant pour ce secteur. Mais je crois aussi qu'il ne faut quand même pas négliger ce que j'appelle les secteurs d'avenir ou de fonds portefeuille, les technologiques, ce que j'appelle aussi les tendances, donc liées au vieillissement de la population, à l'évolution de la société, l'immobilier comme fonds de portefeuille, la santé évidemment, et on le voit parce que Biden, je pense, va encore faire des efforts pour davantage dynamiser et doper ce secteur qui en a bien besoin, et puis les pays émergents. Et Bernard l'a très bien prouvé, et je crois qu'il faut, ce serait une erreur, je pense, stratégique, de négliger les pays émergents et notamment la Chine. Alors c'est vrai que les dernières semaines, on a vu les indices chinois, notamment à Shanghai et Shenzhen, commencer à diminuer, mais c'est pour des raisons, j'oserais dire, plutôt techniques. C'est parce que, on le sait, les autorités chinoises ont commencé à un peu s'inquiéter du trop grand pouvoir, du trop grand libéralisme des champions technologiques. Donc ils ont commencé à, disons, revoir un peu le modèle de ces sociétés. On sait qu'aux États-Unis, les Américains veulent aussi un peu serrer la vis pour les sociétés étrangères, donc chinoises, qui ne respectaient pas nécessairement les audits. Et puis malheureusement, il y a 2-3 jours, il y a eu le fameux scandale Archegos, donc un scandale sur un hedge fund qui a touché notamment des valeurs chinoises comme Baidu, et là aussi qui ont impacté évidemment ces marchés. Mais je crois que lorsqu'on voit l'évolution économique, la Chine ne doit certainement pas être négligée dans les portefeuilles. Alors une dernière chose peut-être, pour ceux que la chose boursière intéresse, depuis quelques semaines, complémentairement à l'excellent blog de Bernard sur tout ce qui est économique, j'ai lancé une chronique financière boursière que vous pouvez trouver tous les jours sur notre site Banque Privée. Vous voyez, en cliquant donc, sur le site, vous allez au petit onglet de droite à propos de nous. Et là, vous aurez donc chaque jour une chronique qui revient sur ce qui s'est passé la veille. J'explique pourquoi tel secteur s'est bien porté ou tel autre pas. Et sur base de ce qui s'est passé le matin, parce que donc, cette chronique est publiée avant l'ouverture des marchés européens, donc avant 9h. J'analyse ce qui se passe sur le marché asiatique, qui sont toujours ouverts en tout début de matinée. Je parle des futurs et de ce qui va se passer. Donc, je donne une estimation de ce qui pourrait se passer sur les marchés boursiers. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, tous les jours, vous pouvez consulter cette chronique sur notre site Banque Privée. Bernard, alors les conclusions? Alors, conclusion au niveau économique, on l'a bien compris, la vaccination sera véritablement la clé de tout. Et là, pour l'instant, l'Europe est malheureusement en retard. Deuxième constat, conséquence finalement de la première,
c'est que la hausse du PIB, donc du produit intérieur brut aux États-Unis, sera une très forte hausse en 2021. L'Europe, on espérait avoir une reprise au premier trimestre de cette année. On aura certainement une croissance négative à cause de la troisième vague, à cause des mesures de confinement et à cause du retard dans la vaccination. On va avoir un prix du baril qui normalement devrait évoluer entre 65 et 70 $ parce qu'on a toujours un équilibre entre l'offre et la demande. L'offre, c'est l'OPEP qui fait tout pour éviter d'avoir une augmentation de la production et qui se réunit tous les mois pour essayer de rééquilibrer ce marché. Une demande qui est évidemment impactée par l'évolution de la croissance, qui va fortement évoluer aux États-Unis, qui est un petit peu ralentie en Europe. Les taux, c'est vraiment l'élément fondamental, ils vont rester courts en Europe et aux États-Unis, et ils vont rester bas pendant encore une longue période. Dans les deux cas, il n'y aura pas de remontée des taux courts au niveau de l'Europe et des États-Unis. Et puis, je vais avoir un phénomène inflationniste que l'on va observer. Ce phénomène inflationniste, je l'ai montré. Il y a un élément assez fondamental qu'il faut comprendre, c'est que l'effet est plutôt provisoire en termes d'évolution de l'inflation, mais ça va entraîner une pontification de la courbe dollar, et cette pontification de la courbe dollar, il faudra l'intégrer. Voilà, je vous remercie de votre attention, et nous allons passer évidemment à la phase de questions-réponses avec Stéphane Guillaume. Merci Bernard, merci Michel. Bonsoir à tous. Merci de votre présence ce soir bien nombreuse, malgré le beau temps. Donc, encore un grand merci pour cela. C'est sûr et certain qu'un petit verre sur une terrasse au soleil serait fort agréable, mais néanmoins, nous avons quand même pas mal de questions. Pas mal de questions ce soir, et je vais d'abord me tourner vers Bernard pour essayer de faire le point ou encore synthétiser un petit peu plus sur la situation économique. Alors, nous avons différentes questions ici concernant évidemment la situation sanitaire. Situation économique, sanitaire, mais également humaine en Amérique latine, n'est-elle pas finalement un risque qu'il conviendrait de ne pas ignorer ? Alors, c'est évident qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Europe parce que nous le vivons tous les jours en termes d'impact sur l'économie et puis sur les mesures de restriction que nous subissons aujourd'hui. C'est évident qu'aujourd'hui, la zone d'Amérique latine est une des zones les plus impactées en termes d'épidémie. Et donc, au niveau des perspectives économiques, c'est la zone qui va être la plus touchée en termes de prévision. Maintenant, globalement, comme le poids de l'Amérique latine est relativement faible dans l'économie mondiale, et d'ailleurs le Fonds monétaire international qui revoit ses prévisions la semaine prochaine, a déjà annoncé qu'il allait revoir ses prévisions de croissance à la hausse au niveau mondial. On se doute bien qu'il va les revoir à la hausse pour les États-Unis, pour la Chine, certainement pas pour l'Amérique latine et probablement pas pour l'Europe non plus. Donc ce n'est pas un point d'inquiétude en particulier. Merci. Les relations sino-américaines ne s'améliorent pas vraiment avec Biden. En réalité, on aurait pu espérer le contraire, surtout venant de l'ère Trump. Néanmoins, Biden essaye au contraire, je dirais, de regrouper les pays occidentaux autour de lui pour faire face de manière unie à la Chine. Devons-nous nous attendre à de nouveau de la volatilité comme on en a eu sur les bourses lorsque Trump était le tuteur fou qu'il était ? Alors la différence, elle est fondamentale dans la façon dont la tension va s'exprimer. Dans le sens où Trump, évidemment, n'a jamais fait dans la nuance. Biden est beaucoup plus diplomate dans le propos, mais avec un objectif qui est exactement le même. L'objectif aujourd'hui des Américains n'a pas changé. D'ailleurs, Biden n'a nullement remis en cause les tarifs douaniers qui avaient été imposés par Trump. Et même, je dirais qu'aujourd'hui, Biden va même encore un petit peu plus loin, mais il le fait de façon beaucoup plus souple, même si les premières relations, la première rencontre qui a eu lieu entre la Chine et les États-Unis était plutôt glaciale. Donc la position américaine est une position de fermeté par rapport à la Chine. Et je rappelle que nous avons d'ailleurs, nous, intérêt européen, à avoir la même position de fermeté par rapport à la Chine. Donc oui, effectivement, il faudra intégrer ces tensions géopolitiques, mais ces tensions économiques, comme on les intègre depuis l'ère Trump, dans l'évolution des marchés boursiers. C'est un facteur de volatilité complémentaire. J'ajouterais même peut-être par rapport à ça qu'effectivement, que la grosse différence, comme disait très bien Bernard, c'est pas tellement, je pense, sur le fond. Sur le fond, je pense que Biden-Trump, c'est la même politique, mais c'est sur la forme. Trump, c'était une espèce de chien fou qui agissait souvent par à-coup, par tweet, qui réagissait de manière impromptue, violente, avec évidemment des contre-réactions violentes des autorités chinoises. Et donc ça se voyait souvent sur les marchés boursiers. Les marchés boursiers détestent la certitude, les marchés boursiers détestent les à-coups violents. Et donc on voyait certains jours, effectivement, les marchés, les bourses
fortement monter, fortement descendre en fonction de l'attitude de Trump. Ici, ce sera avec Biden, je pense, beaucoup plus lisse sur la forme, et donc ce sera, je pense, plus appréciable pour les marchés boursiers. Merci Michel pour ce complément. Et justement, revenons aux États-Unis. On parle de reprise économique. Les États-Unis sont en tête dans cette reprise économique. Par le passé, il a été excessivement difficile de battre la bourse américaine, malgré Trump, malgré la volatilité, malgré les tweets. Cela fait plus de 20 ans qu'elle surperforme l'ensemble des marchés boursiers, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient européens, japonais et autres. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à un changement de régime, à un changement de direction de cette bourse américaine, et que les autres parties du monde commencent à surperformer par rapport à la bourse américaine? Et quels seraient les déclencheurs qui pourraient favoriser les émergents beaucoup plus que ce que c'est le cas aujourd'hui? Je crois que ça a déjà été souligné dans d'autres exposés, qu'effectivement les marchés émergents, et je pense que je suis tout à fait d'accord avec Bernard, quand on parle de marchés émergents essentiellement asiatiques et chinois, je pense, et j'ai déjà souvent dit, pour moi ce n'est qu'une question de temps. Les marchés émergents asiatiques et chinois en particulier vont un jour dépasser, au niveau boursier en tout cas, les marchés américains, même si pour l'instant, je répète, vu la forte pondération qu'il y a pour le secteur technologique aux États-Unis, je répète, à peu près 27% de l'indice, c'est des valeurs technologiques. Les grands champions, c'est Apple, c'est Microsoft, c'est Oracle, etc. Ne parlons même pas au niveau automobile de Tesla, le champion actuel des voitures électriques. Je pense que pendant encore un certain temps, les États-Unis vont être fort importants au niveau boursier, au niveau développement, mais la Chine est là. La Chine est très importante dans le développement. Et je dis aussi effectivement que par rapport à ce qu'on a vu les dernières semaines, c'est-à-dire des baisses parfois assez fortes de grandes valeurs, de grands champions comme Alibaba, comme Tencent, comme Baidu, je dis c'est plutôt, je pense, technique. Toutes ces valeurs vont un moment rebondir et à terme vont très probablement être des placements assez intéressants vu, disons, le potentiel qu'elles ont encore par rapport actuellement. Dans la même veine, en fait, depuis le début de l'année, le dollar s'est fortement apprécié par rapport à l'euro, alors qu'il avait perdu à peu près 10-11% en 2020. Vous pouvez nous donner une explication à cela, alors que la dette américaine, suite au plan de Biden et de Trump, qui représente plus de 2700 milliards, si je calcule correctement, dépasse largement maintenant, enfin, commence à dépasser largement les 100%. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Alors, je me tournais vers Michel pour l'évolution du dollar, pour qu'il nous donne, mais... Je vais prendre le relais, voilà, absolument, Stéphane. Alors, c'est vrai que par rapport aux prévisions, on attendait un dollar en baisse en 2021. Quelles sont les raisons qui expliquent aujourd'hui cette inversion de tendance et ce renforcement du dollar? La première, c'est la vitesse de vaccination aux États-Unis, qui va nous permettre, évidemment, qui va permettre à l'économie américaine de ressortir beaucoup plus vite de la crise. Le deuxième élément, c'est les plans de relance. J'ai parlé de plans de relance aux États-Unis qui sont immédiats, dont les effets se font sentir dans le portefeuille des ménages américains, donc dans la consommation, donc dans les indices de confiance aussi, qui va amener une forte reprise de la croissance. On parle d'une croissance de 6,5 aux États-Unis contre peut-être un niveau de 4 en Europe, c'est même plus certain le 4. Donc c'est un deuxième élément. Le positionnement global de Biden aujourd'hui aussi, qui assoit la position des États-Unis, très différente de celle de Trump, est aussi un facteur favorable au dollar. Donc le changement est relativement significatif. Maintenant, il y a des éléments peut-être de faiblesse dans le dollar qu'on pourrait peut-être percevoir dans les prochains mois. C'est le financement des différentes mesures, même si Biden devrait normalement annoncer, comme l'a dit Michel, une hausse des impôts qui passerait de 21 à 28%, probablement aussi une taxation des revenus des multinationales. Mais malgré tout, il y a la question du financement. Et donc, si on a un problème de financement, ça pourrait peser sur le dollar aussi. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui explique la hausse du dollar. Et le dernier élément, c'est la remontée des taux, beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en Europe. Attractivité pour les investisseurs des obligations en dollars. Où voyons-nous le dollar en fin d'année? Alors, le dollar en fin d'année, je ne vais pas prendre ma boule de cristal parce que je n'ai pas une boule de cristal ce soir. On va avoir une marge de fluctuation du dollar qu'on peut estimer comme ça aujourd'hui entre 1,17 qui est à peu près le niveau actuel et 1,22 sur la parité en euros contre dollar. D'accord. Je te remercie. Je t'en prie. Crise sanitaire, et pourtant le secteur pharmaceutique a baissé depuis le mois d'août. Il n'est pas plébiscité chez les analystes, semble-t-il, la plupart du temps, ou en tout cas dans la stratégie que vous nous avez exposée. Pour quelles raisons?
En fait, effectivement, ça peut paraître paradoxal parce qu'on n'a jamais autant parlé de santé que depuis un an. On a vu les fameux vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson. Mais je pense aussi qu'effectivement, ces vaccins, comme le rappelait très bien Bernard, je pense qu'ils vont être fortement développés encore les mois et les années qui viennent. Mais je pense que ce n'est pas tellement sur ces développements-là que les sociétés pharmaceutiques vont doper leurs bénéfices. Il y a d'autres secteurs. Et surtout, je pense que quelque part, la santé a été un peu quelque part, je ne vais pas dire négligée, mais les investisseurs ont d'abord de nouveau plutôt privilégié les technologiques en début de l'année passée. Maintenant, ils sont plutôt dans les valeurs cycliques et la santé n'est pas tout à fait dans ce schéma-là. Donc, je crois que ça reste intéressant parce que, comme je le montrais effectivement tout à l'heure, ça peut paraître paradoxal, mais les analystes actuellement sont surtout à l'achat sur ce secteur, 61% d'analystes sont à l'achat sur le secteur santé, donc beaucoup plus que ceux qui gardent ou voire qui vendent. Mais effectivement, pour l'instant, ce n'est pas le secteur le plus, disons, mis en avant par les analystes. D'accord. Donc les investisseurs achètent la technologie et les analystes préconisent de commencer peut-être à acheter la pharmacie. Exactement. La remontée des taux, c'est une indication que le marché croit à la reprise économique. C'est aussi une indication que le retour de l'inflation serait peut-être un risque. On a vu que la hausse des taux d'intérêt a influencé négativement certaines parties du marché boursier, principalement les technologiques en ce début d'année et à partir du mois de février. À quel niveau de taux d'intérêt pourrions-nous réellement avoir un problème sur la valorisation de la bourse aujourd'hui ? Alors c'est un peu comme la question avec la boule de cristal sur l'évolution du dollar, quoique. On estime aujourd'hui globalement, alors c'est de nouveau, il faudrait faire un calcul, une réflexion plus affinée, et Michel pourrait peut-être plus le faire, secteur par secteur, pour dire à quel niveau on pourrait avoir un impact négatif. On estime quand même que globalement, si j'ai un rendement de l'obligation américaine qui touche le niveau des 3%, ça pourrait avoir un impact globalement négatif sur le marché et sur les actions, de façon globale et en moyenne. C'est une générale, hein, soyons clairs, il y a certains secteurs, on l'a dit, le secteur financier, si j'ai une remontée des taux, va fortement profiter de cette remontée des taux. Je tourne la question un petit peu différemment. Oui. À partir de quel niveau d'inflation on peut considérer qu'on est en forte inflation ou en hyperinflation ? Et donc, ça serait... Alors, il faudrait d'abord... historiquement, statistiquement. Oui, maintenant, il faut quand même resituer peut-être la problématique de l'inflation dans le changement de vision de la Banque centrale américaine l'année passée. Rappelons que l'objectif de la Banque centrale américaine est un triple objectif, un objectif de stabilité des prix, un objectif de plein emploi et un objectif de croissance. Jusqu'à présent, le premier objectif, c'était quand même malgré tout la stabilité des prix. En 2020, Powell a annoncé un changement fondamental en termes de priorité. On va d'abord avoir un objectif de plein emploi et ensuite considérer l'objectif de stabilité des prix comme deuxième objectif. Ce n'est pas négligeable en termes d'impact de la politique de la Banque centrale américaine et donc de la perception du marché, dans le sens où, comme la Banque centrale américaine considère que l'inflation est restée largement en dessous de son objectif, qui est de 2%, les années passées, elle peut se permettre d'avoir une remontée de l'inflation au-dessus des 2% dans les années futures. Et donc, si demain j'ai un taux d'inflation aux États-Unis qui repasse à 2,5% ou 3%, ça ne va pas nécessairement avoir un impact sur la politique de la Banque centrale américaine. Et donc, la perception qu'on pourrait en avoir en termes inflationnistes est relativement moins importante. Deuxième remarque extrêmement importante, je ne l'ai pas développé, mais on pourrait le faire beaucoup plus si on a beaucoup plus de temps. Dans la hausse de l'inflation auquel on assiste pour le moment, il y a toute une série de facteurs qui sont des facteurs temporaires, qui vont faire que cette hausse de l'inflation, on va certes avoir un pic probablement au milieu de l'année 2021, on pourrait peut-être aller avec des taux de 3% d'inflation aux États-Unis, mais tous ces facteurs temporaires vont s'amenuiser au fur et à mesure du courant de l'année. Et donc, je vais avoir une inflation qui va plutôt retomber en 2022. Donc, c'est un effet temporaire, et la hausse des taux va évidemment un petit peu accompagner cette hausse de l'inflation, mais elle ne va pas suivre de la même amplitude. D'accord. Et Si je peux ajouter, Michel, tu peux ajouter. Oui, ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est qu'effectivement, on peut prendre de manière temporaire un taux d'inflation de 3, mais je pense aussi que, et c'est clair qu'autant aux États-Unis qu'en Europe, l'objectif c'est comme à peu près 2%,
Si on prend ça, je dirais, comme benchmark, et si je considère qu'effectivement, et je l'ai montré, il y a moyen d'avoir certains secteurs, certaines actions qui peuvent donner du 3-4% net, je pense que voilà, certains secteurs au niveau dividendaire restent intéressants, même si on atteignait des niveaux de 2 voire 3% temporairement, comme vient de le signaler Bernard. Donc pas de bulle sur le secteur immobilier pour répondre à une question? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a une idée actuellement du niveau d'épargne aux États-Unis ou en Europe par rapport à sa moyenne historique? Vous avez parlé tous les deux du niveau d'épargne important, d'une frénésie de consommation avec cette épargne forcée. Probablement. Quel serait en fait ce niveau d'épargne qu'on a aujourd'hui et quel serait l'excès d'épargne en fait par rapport à la moyenne historique? Alors, je n'ai pas les chiffres historiques en tête comme ça, là je ne vais pas m'avancer, mais je pense quand même, sans me tromper, qu'en Europe, on est à des niveaux historiquement élevés. Aux États-Unis, ça a été beaucoup plus volatile, donc là, sur les États-Unis, je ne vais pas me prononcer parce que j'ai l'impression qu'on a déjà eu des taux d'épargne plus élevés. Mais en Europe, très clairement, si je prends les chiffres en Belgique, en Espagne, en France et en Allemagne, on dépasse les niveaux historiques qu'on a connus. D'accord. Donc, une frénésie d'achat s'ouvre à nous. On a parlé du dollar, on a parlé des actions, on a parlé des taux d'intérêt, on a parlé de l'immobilier. Il y a un domaine qu'on n'a pas abordé, qui est un domaine qui n'est pas tout à fait bancaire. Donc je vais quand même oser à poser la question, parce qu'elle est là. Et donc, en toute transparence, je vais le faire. C'est, que pensez-vous des crypto-monnaies? Alors, je vais d'abord donner la parole à Michel. Les crypto-monnaies, c'est un sujet que j'ai pas mal étudié. J'ai fait un autre exposé en interne il y a quelques semaines. En fait, évidemment, oui, on voit qu'il y a un engouement énorme actuellement pour les crypto-monnaies et le fameux Bitcoin, évidemment, en particulier. Mais ce qui est assez interpellant en la matière, c'est que c'est un système qui, quoi qu'on en dise, est extrêmement opaque. Il y a eu pas mal de problèmes. Quoi qu'on en dise aussi, parce que c'était un système qui était voulu au début pour être décentralisé, il est très centralisé parce que les fameux mining pools, c'est-à-dire les sociétés de minage qui sont surtout regroupées en Chine, contrôlent finalement le marché. Contrairement à ce qui était aussi au départ, le point de départ du Bitcoin, il devait servir d'achat. En fait, on voit que le Bitcoin sert surtout de spéculation. Et alors surtout, moi ce qui m'interpelle, et j'ai essayé de creuser les dernières semaines, mais j'ai honnêtement pas trouvé de réponse, disons, cartésienne. Je suis analyste de formation, je ne suis pas arrivé à trouver une solution. Comment peut-on valoriser le Bitcoin ou les crypto-monnaies autrement que par évidemment les achats et les ventes? Mais il n'y a aucune méthode réellement actuellement qui existe, qui permet de dire voilà, qu'un Bitcoin vaut effectivement, comme c'est actuellement le cas, 52 ou 53 000 $ pièce. Il n'y a aucune méthode sérieuse, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les crypto-monnaies, et de nouveau le Bitcoin qui est de loin la plus importante, la plus utilisée, pourquoi les crypto-monnaies font l'objet de tant de volatilité, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est vrai que dans les journaux, on voit pas mal de fois les articles qui disent oui, le Bitcoin est monté de X%, etc. En 10 ans, sur le Bitcoin, par exemple, il y a eu 3 crashs de plus de 80%. 3 crashs de plus de 80%. Et je ne parle pas des petits crashs de 20, 30, 40, 50%. Donc ça reste quelque chose d'extrêmement volatile, j'oserais dire de très spéculatif. Par contre, je dirais que les crypto-monnaies, le concept est amené à se développer, mais comme je l'ai développé donc, dans différents exposés en interne, je crois que ce qui va prendre le pas sur les crypto-monnaies de type privé, ça va être les crypto-monnaies de type officiel, qui seront en fait créées par des banques centrales. Et on le voit par exemple qu'en Chine, de nouveau en Chine, ils ont actuellement testé, ils sont en train de tester même sur le marché, en fait, de développement d'un yuan donc, en crypto-monnaie. Donc je pense que les crypto-monnaies officielles régulées, donc avec des balises, vont prendre le pas progressivement à terme sur les crypto-monnaies privées. Merci Michel. Je vais peut-être Bernard, veux-tu ajouter quelque chose à ce débat de la crypto-monnaie? C'est un débat intéressant. C'est intéressant parce qu'on peut parler de crypto, mais on ne peut pas parler de monnaie. Aujourd'hui en tout cas. Aujourd'hui, le Bitcoin ou tous les autres, alors ils commencent doucement à pouvoir jouer ce rôle, ils n'ont pas un vrai rôle de monnaie, c'est-à-dire d'une possibilité d'échanger avec mon Bitcoin, d'acheter, alors je dis ça évolue tout doucement, mais jusqu'à présent, on peut acheter une Tesla, on peut avoir une carte Visa avec des Bitcoins, donc c'est en train de changer. Mais pour le moment, c'est plus un crypto qu'une monnaie. C'est un actif financier comme un autre, qui n'a pas encore évolué pour devenir une véritable monnaie à part entière. Un actif financier comme un autre, il faut toujours le regarder, il faut toujours s'y intéresser. Et moi, c'est comme ça que je le regarde aujourd'hui.
D'accord. Merci de votre réponse claire, nette, précise. Je suis arrivé au bout des questions qui m'étaient envoyées. Je pense que nous avons fait le tour aujourd'hui. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre attention, du nombre de questions qui étaient assez importants. Et je vous souhaite une excellente soirée et de continuer à faire attention à vous tant que la vaccination n'accélère pas en Europe. Mais par contre, je vous souhaite une excellente soirée avec le beau soleil et le beau coucher de soleil qui se prépare. Au revoir à tous.